Il est 7h46 sur Europe 1, l'heure de l'interview vérité. Maxime Switek, vous recevez ce matin Arnaud Gossement. Il est avocat spécialiste en droit de l'environnement. Et ça n'est pas tous les jours que l'État se retrouve condamné. Bonjour Arnaud Gossement. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. L'État donc condamné hier, condamné par le Conseil d'État pour ne pas avoir respecté les normes en matière de pollution de l'air, pour ne pas avoir suffisamment combattu la pollution. Vous diriez que l'État a été fainéant ? Un peu malheureusement. Alors ce n'est pas que la faute de l'État, il y a aussi une responsabilité collective en matière de pollution de l'air. Cette décision du Conseil d'État est très importante, quasi historique. Pourquoi ? 1, parce que c'est le Conseil d'État, c'est une juridiction suprême. 2, parce que pour la première fois, le Conseil d'État nous explique que les objectifs en matière de protection de l'environnement, ici les normes de concentration des polluants dans l'air, ne sont pas que des objectifs qui induisent une obligation de moyens. On verra bien, c'est un horizon, ça serait bien si on les atteint. Non, là ça impose une obligation de résultat. Une obligation de résultat, c'est-à-dire que l'État doit prendre les mesures qui effectivement vont permettre à la France d'améliorer la qualité de son air. Et on sait que ça fait des années que Bruxelles dit que les taux de dioxyde d'azote, de particules fines sont trop élevés en France. D'ailleurs, juste pour que tout le monde ait l'esprit clair, dioxyde d'azote... Alors ce sont des polluants atmosphériques, donc chacun malheureusement ont leurs caractéristiques pathogènes. On sait par exemple que certains sont plus émis par les moteurs diesel, comme les particules fines, d'autres ça va plus être le bâtiment, l'industrie. Il y a des causes de pollution différentes, mais au final ce qu'on sait, rappelez-vous l'an dernier, c'est que 48 000 décès chaque année en France sont dus à cette pollution de l'air, à ces polluants atmosphériques, benzène, monoxyde de carbone, etc., qu'on retrouve dans les maisons et à l'extérieur des maisons. Le chiffre est impressionnant, 48 000 décès causés prématurément par la pollution de l'air. Quand on se compare à nos voisins, est-ce que nous sommes de très mauvais élèves ? Est-ce qu'il y a une spécificité française vis-à-vis de la pollution de l'air ? Alors c'est très compliqué parce que ça va dépendre des régions. D'ailleurs la décision du Conseil d'État concerne plutôt certaines régions que d'autres. Il y a une quinzaine de zones en France qui sont particulièrement concernées par ces pollutions. Après sur les grandes villes, ça va être essentiellement la circulation automobile qui est incriminée, mais aussi dans les zones rurales, on trouve des activités industrielles qui sont à l'origine de décès prématurés. Donc c'est un petit peu difficile de comparer les choses. Simplement c'est vrai que la France a tendance au niveau européen à toujours être très allante sur la protection de l'environnement et malheureusement à un peu moins l'être lorsqu'on est au niveau national. Hier le Conseil d'État a donc donné 9 mois au gouvernement pour présenter un plan crédible de lutte contre la pollution atmosphérique. Et là, on va rentrer dans le dur, Arnaud Gossement. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas et qui pourrait clairement améliorer notre lutte contre la pollution ? Alors, on a tout un ensemble d'instruments, des zones à circulation restreinte, par exemple, des mesures d'alerte lorsqu'il y a des pics de pollution automobile. Mais c'est un véritable chantier immense qui s'ouvre devant nous parce que c'est à la fois l'aménagement des villes, c'est l'urbanisme, c'est la conception des bâtiments, ce sont les normes aussi de rejet dans l'atmosphère qui sont imposées aux industries. Il n'y a pas qu'une seule baguette magique à agiter. Il va falloir que l'État véritablement engage un plan très important, très conséquent. Il a très peu de temps pour le faire. Il faut dire que ça fait que depuis 2008 qu'il aurait dû le faire effectivement, pour faire en sorte que ces normes de concentration baissent effectivement. Les deux piliers, les deux leviers qu'on peut actionner, ça concerne la pollution automobile et l'industrie ? Alors si on regarde le plan climat de Nicolas Hulot qui a été présenté il n'y a pas longtemps, on voit bien que ce sont sur ces deux piliers essentiellement qu'il veut agir. Mais je pense qu'avec cette décision-là, alors quelque part Nicolas Hulot va avoir une sorte de prétexte supplémentaire pour agir. Il va dire écoutez, moi la justice m'ordonne d'agir. Donc je pense que c'est d'une certaine manière une aide pour Nicolas Hulot, mais les mesures qui sont dans son plan climat, je pense par exemple au fait que la voiture thermique, enfin la voiture aux hydrocarbures, essence diesel, oui. On va pas attendre 2040, très clairement il va falloir un peu plus vite. On voit qu'en Allemagne par exemple c'est 2030, on voit que certains constructeurs s'engagent dès 2020, il va falloir effectivement accélérer la sortie du diesel, voire des moteurs thermiques. On sait que dans la feuille de route qu'a présentée Nicolas Hulot au Premier ministre, il se donne 5 à 10 ans pour ramener, en plein dedans, les seuils de pollution en dessous des normes européennes. 5 à 10 ans, est-ce que c'est raisonnable comme délai ou est-ce que là aussi vous dites on peut aller plus vite ? C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit, puisque maintenant la justice très concrètement pourra être ressaisie par cette même association Les Amis de la Terre. Si jamais le plan de protection de l'atmosphère qui est présenté par la France à la Commission européenne avant le mois de mars 2018 n'est pas crédible, et maintenant il y a un regard du juge sur l'efficacité de ces mesures. Mais qu'est-ce qui peut se passer concrètement pour l'État français ? Il peut être condamné à la fois par la justice française, mais il peut être aussi condamné par la Cour de justice de l'Union européenne en termes d'image de marque et de crédibilité. Je pense aussi au fait que le nouveau président de la République se veut aussi un petit peu le champion. Alors là, on n'est pas dans des questions de dérèglement climatique, de pollution de l'air, mais enfin, il y a des liens aussi. C'est sûr qu'en termes d'image et de réputation pour la France, c'est quand même un problème. Vous parliez de cet horizon, cet objectif avancé par Nicolas Hulot qui est de ne plus vendre de voitures essence et diesel d'ici 2040. Vous dites, d'accord, que ça ne va pas assez vite, il va falloir le faire plus tôt, mais est-ce que malgré tout, ça va dans le bon sens ? Oui, bien sûr que ça va dans le bon sens. Le problème, vous savez, c'est que depuis le Grenelle de l'environnement de 2007, l'État
va toujours dans le bon sens au niveau des objectifs. Là, qu'est-ce qui change? C'est que le juge nous dit les objectifs c'est bien, mais ça suffit pas. Il faut agir efficacement, il faut agir rapidement. C'est tout le changement. Il y a toujours de bonnes intentions, il y a toujours de bons objectifs, des feuilles de route, des plans, des stratégies, ça il y en a beaucoup. Mais là, il faut passer aux actes. Et cette fois-ci, il y a le regard du juge. C'est ça qui va changer. C'est pour ça que cette décision est vraiment un tournant dans l'histoire de l'écologie. Et de manière générale, est-ce que ça vous rassure d'avoir justement Nicolas Hulot, on parlait de lui, à la tête du ministère de la Transition écologique? Réponse oui, évidemment. Tous ceux qui se piquent un petit peu d'écologie, qui s'intéressent à la chose, sont très satisfaits. Pourquoi? Parce que Nicolas Hulot est une personne qui peut rassembler le plus grand nombre. C'est pas quelqu'un qui va cliver. D'ailleurs, hier, il était auditionné au Sénat et j'ai beaucoup aimé parce qu'il a indiqué que son but n'était pas de cliver. Le but est de rassembler le plus grand monde pour avancer. On a besoin effectivement de tous les partenaires, que ce soit des industriels, des associations, des élus, etc. etc. Rappelez-vous que Nicolas Hulot a été l'un des artisans du Grenelle de l'environnement qui avait quand même permis de trouver des consensus, des compromis, même si ensuite le pouvoir politique n'avait pas beaucoup avancé. Là, le juge surveille le pouvoir politique d'une certaine manière, lui rappelle qu'il a lui-même pris des engagements, la France a pris cet engagement au niveau européen en 2008 et qu'elle doit le tenir derrière. Merci Arnaud Gosman, avocat spécialisé en droit de l'environnement. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1.